Alors, on va parler d'un sujet maintenant qui est finalement assez lié, hein, Henri, sur ce sujet de la sobriété numérique. On va parler des data, donc de la valorisation des data. Donc, j'appelle Henri Tagrin qui va venir me rejoindre. Il y en a qui nous quittent déjà. Que je n'ai pas encore eu le temps de saluer. Bon, Henri, je suis content. Je peux me permettre juste une petite incise sur le sujet précédent? Allez, vas-y. 30 secondes, c'est pour vous dire qu'après la belle présentation de Frédéric Bordage, vous pourrez assister à la restitution des travaux que le SIGREF a menés sur le sujet de la sobriété numérique, avec la publication d'un rapport qui aura lieu d'ici la semaine prochaine, et un colloque sur la sobriété numérique, piloté sa trajectoire de sobriété numérique par la mesure, que l'on donnera le 8 décembre, de 17h à 19h, avec toutes les informations qui sont sur le site du SIGREF pour s'inscrire. Ça sera un colloque en ligne et que l'on organise en partenariat avec Planète Tech Care. Voilà. Voilà, c'est dit. Puis Henri, il est quand même vraiment très fort pour faire la pub hein, aussi. Il n'a pas besoin de pages supplémentaires sur le site web. Alors, quand on a réfléchi pour préparer les événements by Finaki sur une intervention du SIGREF, je demandais à Henri qu'est-ce qu'on pourrait traiter, qu'est-ce qui te semble important en ce moment, et qui soit aussi en phase avec les travaux du SIGREF. Et parmi les sujets, il m'a dit il y en a quand même un qui est extrêmement important, c'est la valorisation des données. On voit tout de suite, ça vous parle, hein, la valorisation de la data. Et donc voilà, on va échanger pendant une petite demi-heure sur ce sujet. Il y aura également une session de questions-réponses ensuite, si vous souhaitez avancer un petit peu plus dans le sujet. Donc cette valorisation des données, oui, mais la valorisation des données, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une valorisation, il n'y a pas de valorisation sans gouvernance des données. Absolument. Mais pour faire un petit préalable, et pardon parce que je t'en avais pas parlé, mais j'ai l'esprit d'escalier. Voilà. Tu me prends au dépourvu en plus. Oui. C'est qu'il y a un contexte qui est aujourd'hui, un contexte, et notamment qui a une dimension européenne, c'est de développer une nouvelle liberté au profit de la croissance de l'économie européenne. C'est la liberté de circulation des données, qui à côté de la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, est une quatrième liberté qu'il faut que le continent européen, l'Union européenne, développe et bâtisse, car ce sera un des facteurs principaux de la croissance pour les décennies qui viennent. Alors évidemment, on a parlé de sobriété, maintenant on va parler de la façon dont on va consommer un petit peu d'électricité à travers cette liberté, mais bien entendu toujours dans un contexte de sobriété, je crois qu'on en reparlera. Oui, et c'est ça qui est important, parce que si l'Europe ne développe pas cette liberté de circulation des données dans un contexte de confiance, alors nous laisserons à d'autres le soin de préempter les données et de les utiliser au bénéfice exclusif de leur modèle d'affaires. Et vous voyez ce que je veux dire. Et donc nous avons une urgence en Europe à nous organiser collectivement pour développer cette liberté qui sera essentielle pour l'économie européenne de demain. Bon, ça c'était presque ton dernier point que tu as mis en préambule, hein, finalement. Oui, mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête, cette liberté de circulation des données. Bon, la circulation des données, bien sûr, c'est important. Et on va pas Alors maintenant, on va parler de gouvernance. On va parler de gouvernance, oui, de la mise en place d'une gouvernance. Alors, il n'y a pas de valorisation. Alors, les données, ce dont je vais vous parler, d'abord, sont pas les idées d'Henri Tagrin, mais bien des éléments de réflexion des membres du SIGREF, hein, de réflexion collective des membres du SIGREF. Et ce ne sont pas aujourd'hui des vérités définitives, puisqu'en ce moment, nous avons lancé plusieurs travaux autour de ce sujet de la valorisation de la donnée, et on en reparlera peut-être à la fin si on a le temps. Mais voilà, ce sont quelques indicateurs de ce qu'il convient de faire en préalable à toute travaux, à toute logique, à toute stratégie autour de la donnée. Donc il n'y a pas de stratégie de valorisation sans gouvernance claire et d'abord compréhensible par les métiers. En effet, c'est un préalable à toute utilisation de la donnée.
D'autant plus que la donnée, aujourd'hui, elle est présente partout dans l'entreprise et pas uniquement au sein de la DSI. Elle est même peut-être aujourd'hui plus présente ailleurs que dans la DSI. Par ailleurs, la DSI, et ça c'est bien sûr le SIGREF, c'est un élément essentiel, doit être vu et perçu comme un référent pour la gouvernance de la donnée, un référent légitimé par la direction, par le COMEX, et légitime vis-à-vis des métiers. Et cette légitimité, elle se construit par l'excellence opérationnelle autour de la donnée, et également, elle se construit par la posture que la DSI va pouvoir adopter en tant que business partner autour de ces enjeux de valorisation de la donnée. Peut-être une autre question au préalable. Est-ce que les métiers ont conscience aujourd'hui, tous les métiers de l'entreprise, ont conscience aujourd'hui de la valeur de cette donnée? Alors, c'est peut-être difficile de faire de généraliser, mais... De généraliser sur tous les secteurs d'activité. Globalement, effectivement, on peut constater qu'il y a une faible maturité aujourd'hui, au regard des enjeux pour la décennie qui vient, une faible maturité de quasiment toutes les entreprises utilisatrices. Il y en a certaines, bien sûr, c'est toujours très hétérogène et il est toujours compliqué de faire des généralités autour de ce sujet. Mais il y a quand même aujourd'hui une faible maturité de mise en forme d'une gouvernance claire et légitime de la donnée, mais plus encore au sein des métiers. Et il y a une très très faible compréhension aujourd'hui de ces enjeux. Et donc, cette gouvernance de la donnée, pour se mettre en place, doit être accompagnée d'une véritable pédagogie autour de ces enjeux de gouvernance de la donnée et de valorisation de celle-ci. Et cette pédagogie, c'est donc le rôle de la DSI? Pas uniquement. Ce n'est pas forcément le rôle uniquement de la DSI, mais enfin, je pense que si elle fait bien son job, elle doit être une contributrice principale de ces enjeux de pédagogie autour de la donnée. Donc, on parle de gouvernance, légitime et légitimée. Les mots ont un sens et sont importants, mais une gouvernance qui doit être solide, donc qui a besoin de piliers forts. Et tu en as à peu près identifié 4, 5. Alors d'abord, le premier, c'est être en mesure de traiter la donnée. Et là, ça va être un des sujets majeurs de la DSI, c'est de garantir 2 choses. D'abord, la qualité de la donnée qui est mise à la disposition de ceux qui en ont besoin pour la traiter et la valoriser. Et puis également sa disponibilité. Et le terme de disponibilité, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il a un double sens. Là, ce n'est pas au sens où on l'entend en termes de sécurité numérique, mais c'est bien au sens de la bonne personne qui, à un moment donné, a besoin de la donnée, doit pouvoir la trouver de manière simple, y accéder sans effort particulier. Et la qualité aussi, c'est la qualité au sens propre du terme, c'est-à-dire elle est propre. Une donnée qui est propre, qui a été traitée, qui est exploitable par ceux qui en ont besoin de manière simple. Donc là aussi, oui, d'accord. Donc il y a tout un travail de la part des métiers, mais pas que. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième, là on rentre sur le deuxième, c'est celui de la sécurité de la donnée. Et là, on revient à des fondamentaux, garantir l'intégrité de la donnée, sa disponibilité au sein du système d'information et bien entendu sa confidentialité. Ça, ce sont des enjeux qui sont... Là, on revient sur des fondamentaux. Eric, j'espère que j'ai dit les bons mots dans le bon ordre. Non, on a vérifié sur Google, justement. Troisième pilier, les enjeux de conformité. Et tu m'as dit donc la phrase, vous avez aimé le RGPD, vous allez adorer le Data Act. Peut-être un petit mot pour expliciter cette phrase. La gouvernance de la donnée doit assurer sa conformité. Et cette conformité, elle est d'ordre multiple. D'abord, tout le monde connaît donc le RGPD et son impact sur la gouvernance de la donnée au sein des entreprises, qui a eu des effets non négligeables sur les organisations. Mais on va bien entendu au-delà et en fonction des secteurs d'activité. Les enjeux de conformité de la donnée ne sont pas les mêmes dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'assurance ou dans d'autres secteurs, par exemple des secteurs qui sont très régulés en termes de confidentialité de la donnée. Je pense notamment aux opérateurs d'importance vitale, aux opérateurs de services essentiels, ou dans certains secteurs comme celui de l'énergie, où vous avez des obligations de conformité de la donnée et sur lesquelles aujourd'hui les entreprises travaillent et ont encore beaucoup de travail à produire.
il y a un nouveau règlement qui est en cours de préparation à la Commission européenne. C'est le Data Act. Je ne sais pas si... Qui est-ce qui a entendu parler du Data Act ? Alors, pas tout le monde. Tu nous en dis un petit mot, s'il te Alors, plaît ? le Data Act est donc un règlement qui est en préparation et qui a fait l'objet de consultations préalables l'été dernier. Pour le résumer, pour l'instant, pour ce que l'on en a compris, parce que le texte n'est pas encore publié par la Commission européenne, il devrait l'être, le texte initial, il devrait être publié d'ici la fin de l'année, si la Commission tient le rythme. C'est en gros, pour résumer, le RGPD des données à caractère non personnel de l'industrie, des services et des administrations publiques. Et là, le RGPD va imposer des obligations de conformité aux entreprises qui gèrent certains types de données. Ça va donc renforcer l'obligation pour les entreprises qui gèrent de la donnée, ça va renforcer certaines obligations. Donc pour l'instant, elles ne sont pas toutes connues. Il y en a certaines qui commencent à être bien perçues, notamment autour de la protection du patrimoine informationnel sensible des entreprises. Et donc ça, c'est un sujet, c'est notre quatrième pilier. C'est notre quatrième pilier. Peut-être aussi une définition du patrimoine informationnel, parce que c'est un terme qu'on balance un petit peu pour se hausser un peu des épaules. Mais est-ce que tu peux préciser, définir? Bien sûr, ça dépend là aussi du secteur d'activité de l'entreprise. Absolument. Quand on est dans le retail ou quand on est dans l'industrie aéronautique, le patrimoine informationnel sensible, bien sûr, on précise, n'est pas le même, mais peut-être redéfinir un petit peu plus précisément. Le patrimoine informationnel sensible, il va dépendre, bien entendu, du secteur d'activité. Les données de nature commerciale n'ont pas la même valeur dans une entreprise par rapport à une autre. Et on prenait l'exemple d'une entreprise comme Airbus. Les données commerciales ou d'enjeux de stratégie commerciale pour un acteur comme Airbus vis-à-vis de son principal concurrent, ces données-là n'ont pas du tout la même sensibilité que celle de la stratégie commerciale. Par exemple, dans le retail, et ce n'est pas une offense que de le dire, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes enjeux. Et donc, en fonction des secteurs d'activité, on va avoir une classification qui est assez différente, que ce soit sur les données financières, les données de propriété intellectuelle, les données de recherche et développement. Toutes ces données-là n'ont pas forcément la même valeur d'un secteur à l'autre. En gros, ce qui est intéressant je ne sais pas si vous connaissez donc toute la réglementation autour du secret des affaires, qui est une réglementation européenne et qui a également des impacts, sa déclinaison dans la législation française. Ce secret des affaires-là peut donner déjà une bonne approche de ce que l'on peut faire en matière de compréhension des enjeux de protection du patrimoine informationnel sensible des entreprises. Et c'est probablement autour de cette définition du secret des affaires qu'il appartient à chaque entreprise de développer, que pourront se faire une catégorisation de ces données qui peuvent avoir un caractère plus ou moins sensible en fonction des entreprises. Quand on a préparé, j'ai cru comprendre, tu as insisté sur le renseignement économique, en effet. Selon toi, les entreprises aujourd'hui, alors là aussi, il ne faut pas généraliser, toutes les entreprises ne sont pas au même niveau, mais j'ai cru comprendre quand même que pour toi, beaucoup d'entreprises n'étaient pas sensibilisées à cette problématique du renseignement économique, qui peut finalement viser presque tout le monde. Alors, et c'était le sujet de notre groupe de travail, celui sur la maîtrise et dépendance. C'est un vrai sujet sur lequel, en tous les cas, moi je constate qu'il y a une très faible appétence des entreprises en général à l'aborder. C'est un sujet effectivement très géopolitique qui parfois dépasse le strict cadre de la DSI. Et pourtant aujourd'hui, toute entreprise, il faut savoir que les services de renseignement dans le monde, leur principal métier, leur principale activité, c'est de faire du renseignement d'intérêt économique pour leurs États. Tous les États s'y livrent avec plus ou moins de capacité. Et les États qui ont le plus de capacité aujourd'hui dans le secteur numérique, qui maîtrisent les infrastructures numériques mondiales, ont des capacités
absolument extraordinaire pour réaliser ces missions de renseignement d'intérêt économique. C'est en gros 60 à 70% de leurs activités. Et là, aujourd'hui, il est évident que les États-Unis, qui reste un allié, bien entendu, mais qui n'est pas un ami, parce qu'il défend ses intérêts, mène des opérations particulièrement importantes dans ce domaine. À chaque fois, on a eu les affaires Snowden et Prism, on redécouvre ensuite, d'année après année, que les États-Unis se livrent à ce genre d'activité à travers l'actualité. Eh bien, ça ne cessera pas, et les États-Unis, dans le monde anglo-saxon, au contraire de ce que l'on constate dans le monde latin, dans le monde anglo-saxon, le renseignement est une activité particulièrement noble. Et c'est l'un des plus beaux métiers. Et souvent, c'est assez étonnant de constater que dans nos pays latins, on considère que c'est une activité criminelle. Oui, enfin, bon, je pense que nos services de renseignement français doivent... Mais nos services de renseignement font exactement la même chose. Et donc aujourd'hui, à travers... Google, à travers Amazon Web Services, à travers Microsoft. Pour ne pas les citer, hein, bien sûr. Pour ne pas les citer, mais tout le monde le sait. Enfin, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. À travers ces trois entreprises qui, aujourd'hui, occupent 70% du marché du cloud en Europe, eh bien, c'est un vecteur extraordinaire de renseignement pour les États-Unis. Alors, je ne vais pas développer parce que je pense qu'il va y avoir une V2. Hein. Alors, cinquième pilier qui rebondit avec l'intervention de Frédéric, l'empreinte environnementale, la stratégie data a un impact. Alors maintenant, on en sait un peu plus sur la façon dont on va essayer de réduire notre impact data. Oui, aujourd'hui, toute stratégie numérique doit embrasser ces enjeux de sobriété numérique et bien entendu la gouvernance de la donnée, de sobriété numérique et de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui penser sa stratégie de valorisation de la donnée et la gouvernance de la donnée qui la précède sans penser à ces enjeux de sobriété. C'est une difficulté qui se rajoute à la difficulté de la gouvernance de la donnée, mais qu'aujourd'hui, il n'est pas pensable de ne pas appréhender directement. Alors maintenant que le DSI a sa feuille de route gouvernance de la donnée, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet sur la valorisation, sur les stratégies de valorisation. Pourquoi on valorise? Pourquoi il faut valoriser? La première question, c'est quel objectif ou quels objectifs il est nécessaire, donc, et c'est ce que l'on disait précédemment, qu'il y ait une pédagogie auprès des métiers et que les métiers soient accompagnés pour comprendre ce qui va se déployer derrière une stratégie de valorisation de la donnée. Quel est l'engagement que l'on demande aux métiers? Qu'est-ce que va apporter? Quels sont les engagements que peut prendre la DSI pour définir ensemble, en commun, ces objectifs? Et donc, pour la DSI, l'enjeu principal, c'est de bien comprendre le besoin des métiers et pouvoir être force de proposition à leur profit en tant que business partner. Et justement, je crois que tu avais un exemple que tu pouvais nous faire partager, sans citer bien sûr le nom de l'entreprise, mais dans cette stratégie de valorisation. Oui, c'était le DSI d'un grand groupe français qui nous racontait dans les travaux préalables à la définition de notre feuille de route sur le sujet de la valorisation de la donnée, et qui expliquait que les métiers lui avaient demandé de créer, il y a 3 ans, un data lake, et qui avait été alimenté. Et au bout de 2 ans, il demande au métier, mais vous en faites quoi des données maintenant? Qu'est-ce que vous en faites? Ah ben rien, on les garde au cas où. Oui. Et donc il a dit, alors maintenant ça suffit, soit vous m'apportez des projets avec des objectifs et des besoins, sinon je ferme et vous n'en avez pas besoin. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, comme ça, on a économisé quelques serveurs. Hein. Il a économisé quelques serveurs. Oui.
Mais cette stratégie, elle doit aussi, toujours, depuis le début, on embarque les métiers. C'est important. Et je crois que de toute façon, aujourd'hui, dans vos DSI, vous le dites, vous le répétez, vous essayez de le mettre en place. On ne fait rien sans les métiers. Et sur ce sujet-là, ce sont les métiers qui créent la donnée. Absolument. Et il faut absolument bien sûr les embarquer et les accompagner, leur donner les outils. Alors le plus sobre possible, bien sûr, on l'a vu. Mais enfin, ça va être notre mantra là, maintenant. Comment on fait ça la DSI, alors comment on le fait? Alors ça appartient à chacune des entreprises de le définir. Mais en tous les cas, ça va être une exigence pour la DSI que de fournir les outils et les bons outils simples qui vont permettre aux métiers d'avoir une certaine autonomie par rapport à ces enjeux de valorisation de la donnée. Parce que si la DSI ne le fait pas, de toute façon, il va y avoir forcément divergence entre ce que les métiers vont faire, qui vont se doter eux-mêmes de leurs outils. Et donc, il va y avoir une divergence en matière de maîtrise globale du système d'information et de visibilité que pourra avoir la DSI en tant que garant de l'excellence opérationnelle globale sur la valorisation des données. Et donc, c'est à la DSI de prendre les devants. Et ça va rejoindre, j'imagine, peut-être certaines conclusions du groupe de travail low-code, no-code. C'est comment est-ce que l'on maîtrise ces sujets-là pour ne pas laisser les métiers diverger par rapport à une stratégie globale de la donnée. Oui, mais les métiers, ils vont, je ne vais pas dire qu'ils vont au plus vite, mais s'ils trouvent un outil fonctionnel, s'ils trouvent un outil qui est souple d'utilisation, qui répond à leurs besoins mieux, alors que c'est un outil, je ne sais pas, sans citer, américain plutôt qu'un outil européen, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, leur rétorquer, leur répliquer, leur dire ? Si c'est toujours la même chose. À un moment donné, il y a un garant du système d'information. Ça a été la lutte de beaucoup de DSI pendant des années contre le shadow IT. Aujourd'hui, ce sont les outils, mais c'est la même chose, c'est la même logique. C'est le low-code, no-code qui vient proposer, et des entreprises qui viennent proposer aux métiers, écoutez, la DSI ne répond pas à vos besoins, nous on va le faire avec vous directement, vous n'avez plus besoin d'elle. C'est donc à la DSI, bien entendu, dans cette démarche, de prendre les devants et de développer au sein de l'entreprise sa propre logique, no-code, low-code, en apportant les bons outils qui vont permettre aux métiers, dans une certaine forme d'autonomie, de développer de valoriser les données qu'eux-mêmes produisent. Bon, à t'écouter quand même, on a l'impression qu'il y a beaucoup de travail sur la table. Ah, mais il y a énormément de travail. C'est pour ça qu'on a lancé le groupe de travail ce groupe de travail sur la valorisation des données. Ce ne sont que les prémices que je donne, et surtout avec beaucoup d'humilité, sans vouloir donner aucune leçon sur le sujet. Mais ce sont les quelques éléments qui ont induit cette réflexion qui a été lancée au sein du SIGREF sur ce sujet. Les travaux du groupe de travail seront publiés dans combien de temps ? Ils seront publiés à l'automne prochain, puisque le groupe de travail commence maintenant. D'accord. Et c'est le cycle de travail normal sur 8-10 mois de groupe de travail, d'échanges de bonnes pratiques, d'expériences réussies, d'échecs également. Et puis ensuite élaborer un référentiel de recommandations pour engager au sein de toute entreprise une démarche de valorisation de la donnée. Je crois que quand j'avais fait une recherche là en amont, il me semble que le SIGREF avait déjà travaillé sur la valorisation de la data en 2015-2016. Mais ce sont des travaux qui sont menés depuis une quinzaine d'années, avec régulièrement des travaux qui ont été publiés. Les derniers qui ont été publiés, c'était en 2015. Oui, et en effet, est-ce qu'on peut voir justement, est-ce que dans les travaux que vous allez publier, il y a une synthèse sur l'évolution, parce que bien sûr, en 6 ans, on le voit dans le monde du numérique quand même, c'est un siècle presque. Absolument. Et le facteur principal, c'est celui du cloud, qui n'était que partiellement abordé dans le rapport de 2015. Et aujourd'hui, le cloud et les outils qu'il apporte changent de manière très singulière la donne, notamment à travers tous les outils qui sont aujourd'hui à la disposition des entreprises pour faire un véritable travail intéressant de valorisation de la donnée. D'accord. Sachant qu'aujourd'hui, il faut être clair, le cloud n'est plus un domaine du numérique parmi d'autres, mais c'est celui qui va commander tous les autres.
Et donc, quand on regarde la dynamique du marché du cloud en Europe, il faut quand même s'interroger. C'est un marché qui, en 2020, je vous invite à lire un rapport de KPMG qui est sorti, je crois, en mai ou juin 2021 sur ce marché du cloud en Europe. Il va passer de 50 milliards, tout confondu, IaaS, SaaS, en 2020, à plus de 550 milliards à l'horizon 2030. C'est-à-dire c'est une dynamique de marché de 27% de croissance par an, avec les 3 acteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui sont passés en 5 ans de 60% de ce marché en Europe à 70% de ce marché, quand les acteurs européens eux-mêmes sont passés de 20% à 10% sur la même période. Donc vous voyez, il y a une dynamique extrêmement forte qui bénéficie pour l'instant de manière extrêmement brutale à ces 3 acteurs américains. Et donc ces enjeux sont particulièrement importants. Souvent, je fais la comparaison sur le cloud avec les télécoms. Le marché des télécoms est un marché qui sera à l'horizon 2030 inférieur à celui du cloud. Et pourtant, c'est un marché extrêmement régulé. Donc c'est pour ça que quand il y a telle dynamique de marché avec des acteurs qui ont une telle puissance de marché, il est fondamental de le réguler. Et c'est un enjeu d'indépendance de l'économie européenne. Bon, alors tu voulais finir avec quelques sujets qui grattent. Je pense qu'on y est. Merci Henri. Alors, je voudrais bien quand même qu'on échange. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des objections? Parce qu'en fait, il y a eu certains sujets qui ont dû être abordés dans les ateliers, que ce soit l'atelier innovation low-code, no-code, dans l'atelier dans lequel était Henri. Est-ce que vous voulez réagir? On a une dizaine de minutes pour échanger. Oui, je resterai prudent sur ma capacité à répondre à des questions. Mais en tous les cas, prendre des commentaires et des remarques, c'est ça qui est important. Tout le monde n'est peut-être pas du même avis qu'Henri. Il ne fait peut-être pas consensus, ou au contraire. Donc, est-ce que vous êtes complètement fatigué par le ski ou est-ce que... par le ski, par les raquettes. Il n'y a pas encore le ski, pardon. Ça va venir, ça va venir. Donc, je ne vais pas parler au nom de Benoît Fuseau. Je vais parler En fait, on a eu cette problématique au sein, puisqu'on a animé le no-code, low-code. Et bien sûr, la donnée est retombée dedans. Et on n'a pas réussi à avoir le même consensus que vous sur le fait que ça soit la DSI qui soit propriétaire et sur la qualité de la donnée. Je m'explique. C'est qu'on s'est dit qu'on a parlé de cette problématique de gouvernance de la donnée qui aujourd'hui est un vrai sujet. Et nous, enfin moi je suis RSSI, la classification, à mon avis, fait aussi partie de cette partie patrimoine et ça fait 20 ans qu'on en parle. Et je pense qu'on a encore pour 20 ans pour encore en parler. Bon, mais c'est mon avis. Et donc, justement, on disait que la DSI était... Enfin, il y a eu Gérard qui a fait une remarque en disant qu'en fait, le socle de la DSI, c'était et vous l'avez très bien dit aussi, de mettre à disposition et de garantir qu'en fait, on maintenait, mais ce n'est pas elle qui va être sur la qualité de la donnée. Je m'explique, par exemple, la donnée financière. Quand on a, je sais pas moi, le contrôle de gestion qui dit, voilà, le chiffre, c'est 5 millions, comment vous pouvez dire que c'est de la qualité? Enfin, entre 5 et 10 millions, voilà, on ne sait pas le dire, ça. On n'a pas la capacité, en tant qu'informaticien, à donner cette partie-là, quoi. Et donc, en fait, par contre, donner un socle, et en fait, une des conclusions, c'était un petit peu, moi, une belle surprise, c'était de dire le low-code, no-code peut être aussi un élément, puisqu'on a une accélération du besoin de développement des métiers, et donc peut-être de faciliter cette aspiration à ne plus avoir vraiment de développement ou de développeurs ou d'accompagnement, et donc de donner la main aux métiers, et donc, par contre, de leur fournir l'accès à la donnée, comme vous l'avez dit, par des services, etc. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est pas la DSI qui va dire effectivement la donnée, c'est 2 choses. C'est la qualité technique. Quand je parle de qualité, c'est plutôt de qualité technique, les formats qui seront utiles, qui permettent en tous les cas de faire que de la mutualisation de données pour créer des services à valeur ajoutée pourra se faire. Il ne s'agit pas effectivement d'aller savoir si effectivement la donnée financière, c'est bien la donnée. En revanche, ce qui est important, c'est que la DSI
avec le RSSI, bien entendu, c'est pas le sujet, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est de garantir que lorsque effectivement le DAF dit c'est 5 millions, l'intégrité de cette donnée, elle va bien être respectée, que lorsque la DAF aura besoin de la donnée, il va bien pouvoir y accéder au moment où il en a besoin, qu'elle restera disponible, et que cette donnée, si elle est critique, eh bien, elle va rester confidentielle. C'est en ce sens-là que je parle, effectivement, il y a ce lien avec la qualité de la donnée. Et je voudrais juste finir, c'est que... Non, très bien, ça me convient très bien, votre réponse. C'est juste que j'aime bien ajouter la traçabilité et la preuve dans votre... Oui, l'authenticité, voilà, exactement, preuve, voilà, juste, voilà. Je suis absolument d'accord. Qui a eu accès à la donnée, quand, pour en faire quoi, et ainsi de suite. On est parfaitement d'accord. On peut rajouter ce quatrième pilier de la sécurité, de la sécurité numérique. Merci Benoît. Je suis d'accord. Une autre question ? J'ai juste une petite question qui peut paraître bête. Donc déjà bonsoir et merci pour votre intervention. Je suis là. Oui, on vous voit. Ah oui. En fait, je voulais savoir, avoir votre avis sur, peut-être que c'est un mythe ou pas, sur le fait que quand on est sur des clouds parmi les 3 acteurs qu'on ne va pas citer, du coup, est-ce que quand on choisit la localisation des data centers au sens physique, lorsqu'on va peupler notre cloud dans un pays européen qui n'a pas d'accord avec les États-Unis, qui vont supplanter la RGPD ou peut-être le futur Data Act, est-ce qu'on est protégé par rapport au Cloud Act ou pas du tout ? Alors, le sujet dans l'espace numérique n'est pas celui de la localisation géographique des serveurs. Ça n'a juste rien à voir. Il faut comprendre dans l'espace numérique les notions de territorialité, de frontières, d'identité, qui ont un sens que l'on connaît bien dans l'espace physique, sont fondamentalement différents dans l'espace numérique. Et notamment la localisation de serveurs, que ce soit des serveurs de Google, de Microsoft ou d'Amazon Web Services, s'ils sont sur le territoire européen, ça n'a aucune incidence sur la capacité des services de renseignement américains ou du département de la justice américain d'accéder à des données qui sont situées sur ces serveurs. Ce n'est pas le sujet. Quelle autorisation ? Mais bien sûr qu'ils ont tous les droits. C'est le sens notamment du Cloud Act, mais le Cloud Act n'est pas tellement le sujet pour les entreprises. Hein, c'est plutôt pour les personnes. Parce que le Cloud Act, d'abord, il y a le mot cloud. En fait, c'est Clarify Lawful Use of Data, Overseas Use of Data. En fait, c'est un texte qui clarifie l'usage de données qui sont hébergées par des entreprises américaines dans le cadre de procédures pénales aux États-Unis, de procédures pénales. Le problème principal, et c'est ce dont on a discuté dans notre groupe de travail, le problème principal pour une entreprise, c'est aujourd'hui le caractère extraterritorial. D'ailleurs, et c'est l'exemple que je donne souvent, le 16 juillet 2020, la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cadre de Schrems II, a invalidé le Privacy Shield, qui était ce dispositif qui permettait d'apporter une certaine garantie aux entreprises sur le traitement de leurs données, sur la sécurité de leurs données, la préservation de leurs données quand elles étaient traitées aux États-Unis. Cet arrêt de la Cour de justice européenne, je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas encore fait, ne parle pas du Cloud Act. Il ne parle que de l'article 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, qui est une loi américaine qui autorise les services de renseignement, les 27 services de renseignement américains, et notamment la NSA, de faire de la collecte massive, a priori, et sans mandat judiciaire, des données de toutes les non-US personnes, que ce soit des non-US personnes morales ou physiques. Et là, c'est vraiment, sur la foi de cet article 702 du FISA que l'arrêt Schrems II a été prononcé par la Cour de justice européenne et pas sur le fondement du Cloud Act.
Je crois qu'il y a tout un débat, on pourra peut-être refaire une table ronde, mais je crois que vous l'avez bien traité dans l'atelier. J'espère, oui. Est-ce qu'il y a encore une autre remarque? André, oui, on peut avoir le micro, s'il vous plaît? Elsa, s'il te plaît, devant. Alors, moi, je reviens un petit peu aussi sur cette notion de données, et je ne voudrais pas qu'on croie qu'il va suffire de quitter les trois méchants américains pour se mettre dans un cloud qui va nous sécuriser. Enfin, je sais bien que c'est pas ce que vous dites, mais il ne faudrait pas qu'on le croie, parce que moi, je prends mon exemple chez Michelin. On est une entreprise qui est internationale, et aux États-Unis, on est américain, en Chine, on est chinois. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas nous espionner de la même manière, hein. Mais la plupart des accès qui vont être faits aussi par de l'intelligence économique peuvent être des accès complètement légaux par des employés de l'entreprise qui ont été mandatés par leur gouvernement pour accéder. Donc on doit mettre en place, pour protéger nos données, des choses complémentaires. Bien sûr. Et ce n'est pas uniquement le fournisseur du cloud, il faut qu'on trouve d'autres choses. Non, mais bien sûr. Non, mais, voilà, mais je voulais juste qu'on soit bien clair de ça. Mais on est parfaitement clair, et quand le cloud n'existait pas, ça n'empêchait pas les services de renseignement de faire du renseignement extrêmement efficace. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse vraiment se protéger des États dans le cadre de Pardon, ce genre j'ai pas compris. Se protéger d'une attaque étatique. Oui. Une attaque étatique, en général, on est capable de la contenir dans certaines zones, peut-être, mais pas à l'échelle d'une entreprise mondialisée. Ce que disait mon prédécesseur, Jean-François Pépin, pour ceux qui l'ont connu, Jean-François Pépin aimait rappeler que les dirigeants seront responsables de ceux qu'ils choisissent d'ignorer. Il y a beaucoup de dirigeants qui choisissent d'ignorer, et ils en portent la responsabilité, ces sujets qui ont une dimension extrêmement géopolitique, mais qui les touchent directement. Quand je disais qu'on avait plein de choses à se dire pour la prochaine fois. Alors une dernière question, dernière remarque? Non? Bon, bah alors, ce que je voulais juste dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de faire le procès des trois big tech qu'on a cités, parce qu'eux-mêmes, je me souviens d'un entretien que Thomas Kurian, qui est le patron de Google Cloud, avec le conseil d'administration du SIGREF, c'était il y a 18 mois, je crois, et qui expliquait que ces affaires-là, c'était pour lui, c'était une plaie, ces affaires, de respecter les législations américaines, notamment en termes de renseignement. Et il nous disait, c'est un monsieur tout à fait charmant, d'origine indienne, et qui nous disait, moi, je rêverais d'être suisse et d'installer Google Cloud en Suisse. Vous voyez, on est bien d'accord. Donc, ce n'est pas eux qui sont en cause, mais c'est effectivement cette capacité qu'ont certains États. Et d'ailleurs, elle est symétrique en Chine, avec la cyber law chinoise, qui produit exactement les mêmes effets sur les entreprises de la tech chinoise. Il n'y a pas de différence de nature. Et c'est ce qui autorise aujourd'hui des États puissants et qui sont puissants dans la technologie d'accéder à toutes les données auxquelles ils souhaitent accéder. Et il faut le savoir. En tous les cas, on ne peut pas ne pas écouter et savoir. Alors, je pense que ce soir, on a eu des messages qui n'étaient pas forcément... Merci Henri, en fait, d'abord. Merci, on l'a dit. Je pense qu'on n'a pas eu des messages toujours très, très optimistes, mais au moins, on a des pistes, que ce soit de la part de Frédéric avec la sobriété numérique, que ce soit avec Henri sur l'importance du patrimoine informationnel de l'entreprise. Et comment le penser dans l'entreprise, comment le gérer. Donc merci à tous les deux.